Bonsoir, merci pour cette présentation. Je me demandais, les communes adjacentes qui n'ont pas été évacuées, il y a une densité de population, les populations sont parties quand même aussi, ou elles sont restées? Et est-ce que, je me demandais si il n'y avait pas une tendance, si elles sont restées, est-ce qu'il n'y aurait pas une tendance à vouloir occuper le jardin du voisin, quoi? Ah, non, je préfère faire une. Les communes adjacentes ont toutes été évacuées. Donc, toutes les communes adjacentes à la centrale ont été évacuées. Je vous remets la carte, c'est plus facile à comprendre. Tout ça, là, ça a été évacué. Et puis, ces deux communes-là, elles ont en fait été évacuées un mois. Ça, c'est encore un autre problème. Elles ont été évacuées un mois et ensuite, on a fait re-rentrer la population. C'est-à-dire qu'on a d'abord tracé des cercles pour évacuer les gens, et puis ensuite, on a mesuré la radioactivité réelle et on a réajusté la surface évacuée. Donc, on a fait re-rentrer des gens. Et c'est en fait un problème qui a été souligné, qui est extrêmement important, parce que lorsque les gens ont eu le statut d'évacués officiel, ils avaient le droit à toucher des indemnités. Et à partir du moment où on leur a dit ben non, finalement, votre commune n'est plus évacuée, ne fait plus partie de la zone évacuée, eh bien, elles ont perdu ces droits. Et donc, pour les personnes qui souhaitaient rester évacuées, eh bien, il a fallu qu'elles le fassent à leurs frais. Elles faisaient partie de ce que l'on a appelé les évacués volontaires. Merci beaucoup pour la présentation. En particulier sur les politiques d'acceptabilité avec les subventions, les constructions. On ne peut pas ne pas faire le parallèle avec toutes les politiques d'acceptabilité des projets d'enfouissement de déchets nucléaires en France, avec 60 millions d'euros par an lâchés sur des petites communes mosiennes, d'énormes salles des fêtes, des trottoirs tout neufs, des systèmes d'éclairage, bref, j'en passe. La question que j'ai, c'est est-ce que vous voyez des points communs et des différences entre les politiques d'acceptabilité mises en place en France et celles qui ont pu être mises en place autour de Fukushima? Alors, bon, d'abord, un bémol, c'est que moi, je travaille pas sur pas spécifiquement sur la politique en France, mais en tous les cas, forcément, il y a des points communs parce que la politique d'acceptabilité, elle est faite par des spécialistes qui travaillent en communication. Et donc, lorsque il y a eu Fukushima, ensuite, il y a eu de grands workshops qui ont été organisés, ateliers, qui ont été organisés avec l'AIEA, l'ICRP et d'autres acteurs internationaux, pas du tout japonais. Et ces gens venaient aussi avec des spécialistes de la communication qui leur expliquaient, et j'ai participé aussi, c'est pour ça que je me permets d'en faire l'écho, qui expliquaient que ce qu'il était essentiel de préserver, c'est la confiance des habitants, et pour ça, il y a des méthodes. Et donc, l'exposé de cette personne était d'exposer ces méthodes pour préserver la confiance des habitants. Donc, il y a effectivement des méthodes de communication sur le risque qui existent, qui sont internationales, qu'on connaît bien dans ces milieux-là. Donc, forcément, vous trouvez des choses similaires, ça c'est sûr. À l'inverse aussi, après Fukushima, le gouvernement japonais s'est beaucoup intéressé aux CLI françaises et voulait essayer de... donc c'est des comités locaux d'information qui sont pour... comment dire, il y a un comité pour chaque centrale nucléaire en France qui comprend à la fois des habitants, à la fois des associations environnementales et autres, et puis les acteurs, c'est-à-dire si c'est Orano qui gère cette centrale, Orano, le gestionnaire de la centrale dans la commune spécifique, le département, le conseiller général, etc. Et donc tous ces acteurs vont discuter entre eux pour voir comment ils vont vivre avec et autour de la centrale. Donc c'est
ce mode d'acceptabilité qui est très, très... Enfin, je dirais, en fait, je pense qu'en France, ce système d'acceptabilité par la population est beaucoup plus développé qu'au Japon, parce qu'on a une histoire nucléaire qui est très, très ancrée, parce qu'on n'a pas eu Hiroshima, Nagasaki, et que donc la méfiance vis-à-vis du nucléaire semble bien lointaine finalement. On se dit que le Japon, c'est un territoire sismique, que c'est pour ça qu'il y a des risques. Et puis l'autre, c'est toujours parce que c'est l'autre en fait. L'autre est un problème. Donc Tchernobyl, c'est parce qu'ils étaient russes. Au Japon, c'est parce qu'ils sont japonais. Et on va toujours avoir tendance à... Enfin, j'entends souvent un discours qui me fait grincer sur le fait que le Japon n'aurait pas de culture nucléaire, etc. Alors, il se trouve que je viens de faire un podcast sur, si ça vous intéresse, que vous pouvez trouver en ligne, sur l'histoire du nucléaire au Japon, dans lequel j'explique comment, au moment de Hiroshima, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais avaient eux aussi développé 2 programmes nucléaires en but d'avoir une bombe atomique aussi, pour les mêmes raisons que les Américains, et que c'était à celui qui appuierait sur le bouton le premier. Hein. Les Japonais ne sont pas non plus tout blancs dans l'affaire, ils ne sont pas des victimes. Bien sûr, les populations qui ont subi Hiroshima et Nagasaki sont victimes, je ne reviens pas là-dessus. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui sont mobilisées dans un gouvernement pour faire la guerre, quel que soit leur pays d'appartenance, ont à peu près des logiques semblables. Et c'était aussi le cas au Japon. Donc il y avait des programmes militaires qui étaient... aussi développé au Japon. Bon, je m'éloigne un petit peu de la question, mais tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des similitudes. On peut trouver des similitudes. Donc, il y a une question là. Pendant que je fais passer le micro, est-ce qu'il y a... Merci. Ça marche ? Oui. Merci pour votre présentation. En fait, j'avais une question. Je trouve qu'on a du mal à percevoir en fait le niveau de dangerosité en termes de santé publique et en termes de niveau de contamination. C'est un message qui clairement n'apparaît pas, que ce soit au niveau officiel ou au niveau scientifique, des communications officielles ou au niveau des communications scientifiques. Peut-être qu'il y a des travaux, mais en tout cas, j'imagine qu'il y a des travaux, mais en tout cas, moi, par exemple, on a du mal la formation n'arrive pas. Et du coup, voilà, comment ils concilient un projet de résilience, etc., avec une communication au niveau santé publique, et au niveau scientifique et au niveau du gouvernement. Ça, c'est une question très intéressante, qui est fondamentale, en fait. Vous avez raison, puisque, comme je l'expliquais avec une de mes premières slides, c'est ça qui va déterminer du fait de savoir si on peut vivre là ou pas. Rien d'autre. Si c'est pas dangereux, inutile d'évacuer, quoi. Ça fait du mal à tout le monde. Alors, le problème, c'est que vous savez peut-être, et ça aussi, c'est pas japonais, qu'en 2007, l'ICRP a décidé, donc l'Institut de radioprotection nucléaire, a décidé de certaines recommandations, dont celle qui consiste à dire que, et ça vous pouvez retrouver sur le site de l'ICRP, c'est en ligne, dans une situation normale, la dose acceptable pour un habitant lambda est à 1 millisievert par an, internationalement. En cas d'accident nucléaire et durant toute la durée de reconstruction, un État a le droit d'augmenter cette norme de 1 à 20 millisieverts par an. Pourquoi la norme, me dire ? Mais bon, c'est comme ça. C'est simplement ce qu'a appliqué le gouvernement japonais. Ce n'est pas une décision japono-japonaise. S'il arrive la même chose demain en France, ça sera pareil. Et 20 millisieverts par an, c'est le taux acceptable pour les travailleurs de centrales nucléaires dans une situation normale. Mais comme on remonte tout d'un cran, en cas d'accident nucléaire, cette fois,
les travailleurs auront droit à une dose de 100 à 300 millisieverts par an. On joue un peu avec ces doses, alors qu'on sait qu'il y a un modèle qui s'appelle le Non-Threshold Model, qui a prouvé que quelle que soit la dose que le corps reçoit, il y a une incidence. Alors, qui est donc proportionnelle à la dose reçue, et puis qui varie selon les individus. Moi, je ne suis pas épidémiologue, je me garderais bien d'aller au-delà de ça. Ou ça, on le sait, c'est des faits, quoi. Ça ne fait plus partie de la controverse. Pour ce qui est de territoires comme cela, ce qui est difficile à calculer, c'est qu'effectivement, si quelqu'un vit dans la zone qui est réurbanisée là, cette zone qui est réurbanisée, il n'y a presque rien au sol. C'est tout à fait acceptable et je pense que quelqu'un peut y vivre sans avoir de danger, sans qu'il y ait de danger. Le problème, c'est que vous n'allez pas rester de votre maison au parking à la mairie et faire l'aller-retour toute votre vie. Les gens qui vivaient dans ces endroits-là, ils vivaient là parce qu'ils voulaient profiter de la forêt, des paysages qui sont superbes autour. Dans cette zone évacuée, il y a un village qui était un éco-village qui s'appelle Iitate. Ce qui peut peut-être plus vous évoquer quelque chose, c'est là... Miyazaki s'est inspiré du loup de Mononoke Hime, la princesse Mononoke, pour ceux qui ont vu les films de Miyazaki. Ce loup de princesse Mononoke, c'est en fait l'animal symbole du village d'Iitate. C'était un des plus beaux villages du Japon. Donc il a été contaminé, il a été évacué, rouvert en 2017. Les gens qui venaient vivre à Iitate venaient pour vivre avec la forêt, dans le vert. Enfin, à Iitate, il y a une maison tous les je ne sais pas combien de kilomètres. C'est très très épais. Et donc les gens qui vivent... Alors Iitate, c'est plus loin, donc la contamination est moins importante que dans la forêt Hanamiye. Mais dans la forêt Hanamiye, aujourd'hui, dans Iitate Lab, il y a des gens qui sont pro-nucléaire. Qu'on soit pour ou contre le nucléaire, on est à peu près tous d'accord pour se dire que là, il ne faut pas habiter. Ce n'est pas sérieux, quoi, de faire habiter des gens là. C'est dangereux, clairement. La discussion, elle n'est pas sur les faibles doses à ces endroits-là, quoi. C'est bien au-delà. Peut-être, Adeline, juste avant, moi, tu me diras si tu es d'accord. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un vrai déficit de connaissances. Dans l'article que j'ai mentionné au début, il disait que justement l'impossibilité considérée de l'accident nucléaire fait qu'il y a, pendant des dizaines d'années, il n'y a pas eu de fonds de recherche pour étudier les effets d'un accident. Donc il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de budget ciblé là-dessus, ça c'est un point. Donc voilà, c'est d'autres recherches qui existent maintenant, peut-être davantage, mais c'est pas évident. Et l'autre chose, c'est que on est dans des choses qui sont extrêmement difficiles à connaître et de peut-être fondamentalement inconnaissables. C'est-à-dire comment contrôler toute chose par ailleurs. C'est au cours du temps, c'est des expositions variables, c'est pas les nucléotides, ils n'ont pas les effets sur ingestion, etc. Les modèles classiques, ça reste le modèle de l'expérience humaine majeure, la seule qui existait à grande échelle, c'est le modèle Hiroshima avec une exposition flash, donc rien à voir avec donc ça, voilà, dans ce qu'on lit, c'est systématiquement, on n'a pas de bon modèle. Mais en gros, ça donne l'impression qu'on n'a pas non plus envie de chercher. Donc quand on ne cherche pas, on ne trouve pas, donc on n'a pas de réponse qui permet de faire un flou. Donc c'est assez l'impression que j'ai en regardant un peu, en cherchant cette littérature. Je ne sais pas si je dis ce... Parce que toi, ce que vous faites des recherches là-dessus, il y a quand même des choses qui se font là au Iitate Lab et tu travailles avec des gens qui travaillent là-dessus, tu as peut-être une vision un peu moins... Pas là-dessus spécifiquement, non. Parce que là, c'est de l'économie du risque. Et on n'a pas dans Iitate Lab de gens qui travaillent dans l'économie du risque. Il y a un autre point aussi, c'est que
Bon, d'abord, est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement que c'est incommensurable et qu'on ne peut pas évaluer les conséquences d'un accident nucléaire? D'abord, selon la grosseur d'une centrale nucléaire, il y a tellement de variables qui entrent en jeu que ça me paraît assez compliqué. Et puis par ailleurs, un autre point, c'est l'assurance qu'il faudra ensuite, je veux dire, quand vous calculez un risque, ça veut dire qu'ensuite il faut payer une assurance qui est à la hauteur du risque. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas intérêt à ce que le risque soit estimé comme étant trop important. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun travaux qui sont faits dessus, de mon humble avis, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises justement sur les centrales nucléaires françaises, qui ont changé après Fukushima. Donc je pense qu'il y a tout de même des travaux sur lesquels ça s'appuie. Adeline ? Oui, et ça poursuit un peu la réflexion. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce que vous nous avez montré, c'est que ça nous invite à réfléchir à ce qui rend un lieu habitable, vivable. C'est quoi un lieu où l'on peut vivre, où l'on veut vivre? Et j'ai été frappée par cette différence de perception entre les ingénieurs qui enlèvent 5 mètres de sol contaminé en pensant bien faire, et pour permettre le retour des habitants, les habitants qui disent mais c'était précisément la raison d'être de notre présence ici, ce sol qu'on cultivait, ce sol des ancêtres, etc. Et bon, donc là j'avais 2 questions un peu par rapport à ça. La première, c'est qu'ont-ils fait ensuite de ce sol contaminé, là, de tous ces grands sacs, où est-ce qu'ils les mettent? Et la deuxième chose, c'est puisqu'on sait qu'un lieu où l'on vit, c'est un lieu où on tisse des relations avec d'autres, donc avec un sol, on le voit bien, probablement avec des non-humains, des oiseaux, voilà, une flore et donc des végétaux également. Quelle est la place des végétaux et d'éventuels habitants comme les oiseaux dans ce nouveau lieu qui sera présenté comme un peu pilote du point de vue écologique? Alors d'abord, première question, c'est très intéressant ces questions-là. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait de l'urbanisme. Parce que c'est vraiment intriguant, cet être qu'est l'être humain. C'est la seule espèce animale qui construit des lieux dans lesquels il se détruit, quoi. C'est quand même fascinant. Ça ne peut pas ne pas interroger. Lorsque l'on voit ce qui interroge doublement, c'est-à-dire qu'effectivement il se détruit par ses productions industrielles, mais pas uniquement, il se détruit aussi par son urbanisme. Je vous ai montré tout à l'heure ces superbes demeures dans lesquelles vivaient les habitants de Tsushima, là, ce quartier, qui finalement vont se retrouver dans des lotissements de villes nouvelles. Je crois qu'elles ont perdu aussi là un lien à l'environnement qui est fondamental. Tout ce rapport dont on a beaucoup parlé, alors qui est peut-être suranné, mais qui reste quand même, par certains aspects, du rapport des Japonais à la nature. Alors je sais qu'il y a eu la période de surindustrialisation, d'extrême pollution des années 70-80 au Japon, et je ne veux pas du tout nier ça. Néanmoins, en fait, la nature au Japon est tellement forte, avec 2 saisons de tsunami par an, avec un climat subtropical en été, donc beaucoup d'humidité en plus de la chaleur, que la végétation finit toujours par prendre le dessus. Et donc on est contraint à ce rapport à la nature, même s'il y a une espèce de lutte pour de plus en plus ne plus trop avoir à faire avec elle. C'est assez étrange. Enfin bon, bref, c'est comme ça. En fait, c'est important comme question parce que au Japon, un des piliers de la société, c'est la religion Shinto. Et les nationalistes japonais basaient aussi leur nationalisme sur la religion Shinto, qui est ce rapport, qui inclut ce rapport à la nature. Et donc, après Fukushima, il y a une bonne partie des nationalistes japonais, si on veut faire une analyse un peu politique de cette histoire, qui sont devenus anti-nucléaires.
Alors que le nucléaire, c'était la défense de la patrie aussi, et qu'il y a beaucoup de nationalistes qui auparavant étaient nucléaires, dans cet état d'esprit-là. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est lié en fait, hein, c'est complexe toutes ces histoires. Alors, donc la première question, c'était qu'est-ce qu'ils font de tous les déchets? Et alors les déchets, ils les mettent dans 3 entrepôts qui se trouvent sur la côte. 2 se trouvent dans la commune d'Okuma. Donc la centrale nucléaire de Fukushima, elle est à cheval sur une commune qui s'appelle Futaba, une commune qui s'appelle Okuma. Il y a 2 entrepôts à Okuma, un entrepôt à Futaba. Et ils ont obtenu de pouvoir utiliser les terres là. Donc ils ont ramené à peu près 80% des terres qui étaient dans les fameux Frecklenbach là, dont je parlais tout à l'heure, un peu partout éparses dans le paysage. Ils les ont ramenées pour les mettre dans ces entrepôts. Ils les ont triés. Enfin bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un travail sérieux qui a été fait. Ce n'est pas simplement de jeter les choses comme ça. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Néanmoins, là où il y a un énorme point d'interrogation sur cette histoire, c'est que, en fait, ils ont le droit d'utiliser ces territoires où ils ont entreposé ces déchets pendant 35 ans. Et que donc, ça veut dire que d'ici 2045, nous ont-ils dit, la dernière fois qu'on y est allé, il y a quelques mois, ils vont devoir évacuer les lieux. Et ça veut dire que petit à petit, donc là, ils sont en train de trier les déchets qui sont entre 8000 et 100 000 becquerels par kilo sont stockés dans un endroit, et ceux qui sont au-delà de 100 000 becquerels par kilo sont dans un autre endroit. Entre 8000 et 100 000, ils sont enterrés. Et donc, ils ont ces 35 ans où ils attendent que la radioactivité baisse, et ils ont ces 35 ans pour répartir toutes ces tonnes de terre un peu partout dans le Japon. Et alors ça, c'est incompréhensible, quoi. Donc, quel que soit le point de vue, qu'on soit pour, contre le nucléaire ou je ne sais pas quoi, quelle que soit la position vis-à-vis de ça, c'est incompréhensible, c'est stupide. Parce que ça veut dire qu'ils se génèrent, de toute façon, ils se mettent à peu près toute la population à dos en faisant ça. Ça génère des tensions partout, alors que le problème était réglé, quoi. On met ça dans un coin, on n'en parle plus, on oublie. Eh bien non, et là, donc, ils sont en train de faire des tests d'acceptabilité. Donc, ils en ont mis en plein centre de Tokyo, dans un parc qui est dans un quartier qui s'appelle Shinjuku, où ils ont commencé à disperser. Alors, ça génère des manifestations en veux-tu en voilà. Que deviennent les oiseaux et les animaux que vont devenir les oiseaux et les animaux? J'avoue que là, c'est pas du tout. Je me garderais bien d'avoir un avis sur la question. Je pense que comme dans toute zone urbaine un peu trop urbanisée, un peu trop artificialisée, il y en aura forcément beaucoup moins, ça c'est sûr. Bon, on a beaucoup parlé des îlots de chaleur, etc. Donc le fait d'artificialiser tous les sols en plus, ça va pas dans le bon sens, on le sait tous. Le fait de dévaster des forêts entières comme l'a fait Mitsubishi pour faire des fermes solaires à perte de vue, forcément, ça ne va pas non plus. Enfin, je veux dire, on détruit les habitats, donc il ne faut pas. On n'a pas besoin d'être spécialiste de la question pour le deviner. Voilà, que dire de plus? Merci. Il y a une autre question là, juste peut-être et si tu veux éventuellement rebondir sur cette question des dilutions de la Terre, si ce n'est pas la même chose que la dilution des eaux contaminées de Fukushima. Je sais que tu me disais que tu as été beaucoup interviewé récemment sur le fait si tu veux dire peut-être 2 mots là-dessus. Alors, ça n'a rien à voir. D'abord, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc, je me garderais bien de parler de ça parce que c'est vraiment spécifique, ces histoires de dilution des nucléides. Selon les nucléides, ça change. Selon que l'on est dans de l'eau salée ou dans de l'eau douce, ça ne fonctionne pas pareil, etc. Cela dit, pour parler donc rapidement du déversement des eaux, alors, moi, ce que je peux dire sur ce point-là, c'est
que, comme je vous ai montré dans cet exposé, on est dans une logique de reconstruction où on veut montrer qu'on est capable de reconstruire après un accident nucléaire. Pour ça, il faut faire disparaître toutes les traces visibles de l'accident nucléaire. Ça passe par faire disparaître les sacs de terre contaminés qui étaient partout dans le paysage, et ça passe par faire disparaître ces milliers de citernes qui sont entreposées sur le site de la centrale pour le moment. L'argument qui dit qu'il n'y a plus de terre autour de la centrale, c'est faux. Il y en a plein. L'argument qui dit on n'a plus de citernes, il n'y a qu'à en construire, a priori, c'est pas très compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas des arguments qui tiennent la route. L'argument qui dit il y a des fuites, c'est dangereux parce qu'il y a des tremblements de terre régulièrement dans le coin, ça c'est un argument qui est beaucoup plus solide. Il y a des fuites, on le sait. Il y a des tremblements de terre très forts dans le coin, et surtout sur la zone qui s'appelle Hamadoli, la zone littorale, à peu près une fois par mois, encore maintenant, et c'est des tremblements de terre costauds, de l'ordre de ce qu'on a vu à Marrakech il n'y a pas très très longtemps. Donc il y a effectivement un risque là. Que proposait, cela dit, donc vous savez qu'il y a un système, je vous en avais beaucoup entendu parler, donc je ne vais peut-être pas revenir là-dessus. Cela dit, des collègues m'ont dit que finalement, on n'en parlait pas tant que ça dans les journaux, donc peut-être il faut que j'en reparle encore. Il y a un système qui s'appelle ALPS de filtrage, donc c'est plusieurs filtres successifs. Au départ, on a testé ces bidons dans ces citernes, on a détecté 64 radionucléides différents. Avec ce système de filtrage, on a réussi à en filtrer il ne reste plus que 39. Dans ces 39, la très très grosse majorité c'est du tritium, le reste c'est des traces de radionucléides. Mais c'est quand même présent. Le tritium, vous le savez, on ne sait pas l'enlever, on ne sait pas le filtrer. Ce que proposait plus rationnellement, me semble-t-il, une partie des collègues, notamment océanographes américains, c'était de laisser cette eau. Le tritium, ça a une durée de demi-vie de 12 ans. Donc tous les 12 ans, ça perd de moitié en valeur radioactive. Donc il suffisait d'attendre encore pas très très longtemps pour que ça perde beaucoup en radioactivité. Et ça aurait été beaucoup plus raisonnable, a priori, d'attendre encore un peu avant de rejeter cette eau. Ce n'était pas grand-chose. Ce qui peut interroger, et donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, l'argument qui consiste à dire ça se fait ailleurs, on peut bien le faire là aussi, ce n'est pas très grave. Je ne pense pas non plus que ce soit un argument très très sérieux. En tous les cas, moi, ça ne me convient pas. Ce que je note, c'est que donc il y a 100 laboratoires d'océanographie américains. S'il y a des laboratoires où il y a 3 chercheurs, il y en a où il y en a à peu près 300, donc on va dire que ça nous fait à peu près 1000 océanographes spécialistes du sujet qui ont fait une lettre en décembre 2022 pour s'opposer au relâchement. Moi, de loin, ce que j'en déduis, c'est qu'en tous les cas, à minima, il y a encore controverse sur le sujet et qu'on ne peut pas se dire bah non, il n'y a pas de problème. Le tritium, finalement, ça ressemble à l'hydrogène, sauf que c'est radioactif, mais quand même, ce n'est pas grand-chose. Bon, moi, je ne peux pas me satisfaire de ça non plus. J'entends les uns, j'entends les autres. De mon point de vue d'urbaniste, ce que je peux en dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est clair qu'on veut reconstruire, qu'il faut enlever toutes les traces visibles de l'accident nucléaire et que ça entre dans cette démarche. Et d'ailleurs, le ministre de la reconstruction, de l'économie, a dit au mois d'août là, que la raison pour laquelle il fallait déverser ces eaux, c'était parce qu'on a besoin de, en gros, nettoyer le territoire pour commencer le démantèlement. Ça gêne le démantèlement. Bon, alors là, ça veut dire qu'on opte pour le démantèlement, ce qui n'est pas une évidence, en fait. Il y a plein de gens qui pensent qu'on ferait mieux de faire un coffrage, comme à Tchernobyl, plutôt que de démanteler. Donc, rien n'est simple là-dedans. C'est des questions, c'est des choix. En fait. C'est essentiellement des choix politiques, bien plus que des choix qui seraient protecteurs d'un point de vue environnemental, etc.
Merci pour la présentation. Je voulais vous demander quel était le rapport maintenant des Japonais par rapport au nucléaire. Est-ce qu'il reste encore des pro-nucléaires au Japon? Et s'il y avait des différences entre les habitants des villes et les habitants de la campagne? Bon, à Fukushima, clairement, un peu moins qu'ailleurs. Pour ce qui est après Fukushima, donc il y a eu énormément de mouvements antinucléaires, comme j'expliquais, beaucoup de tous bords en fait, hein, de tous bords et de toutes catégories sociales. Et puis là, plus récemment, les tensions politiques dans la zone font que c'est en train petit à petit de se renverser. Il y a beaucoup de tensions, bien sûr, avec la Russie, puisque le Japon s'est investi dans la guerre russo-ukrainienne. Et donc, des problèmes énergétiques qui sont mis en avant. Mais au-delà de ces problèmes énergétiques, il y a clairement des tensions avec la Chine qui sont en train de ressurgir et qui sont un peu attisés par certaines générations de vieux politiciens japonais qui sont toujours au gouvernement, qui sont toujours très, très anti-chinois et qui jouent un peu sur ce qui est en train de se passer en ce moment pour faire monter comme ça une espèce de racisme, ça sent la guerre un petit peu, hein, par chez nous, hein. Et puis la Chine, cela dit, qui met la pression sur Taïwan, et les Américains qui ont besoin de leur ancienne colonie, hein, puisqu'après après la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'était quand même vu comme une colonie américaine, hein. En tous les cas, les Japonais ont produit des choses sur lesquelles ils mettaient « Made by Occupied Japan ». Donc le Japon s'est senti occupé pendant assez longtemps par les Américains. Ils sont toujours sous la coupe nucléaire américaine. Donc très clairement, on a suffisamment de bases américaines au Japon pour comprendre qu'on est un territoire pour l'offensive américaine, en tous les cas pour mettre la pression sur la Corée du Nord et la Chine. Donc tout ça faisant, il y a de plus en plus de Japonais qui redeviennent pro-nucléaires. À la fois l'aspect énergétique, mais je pense plutôt l'aspect militaire pour le moment. C'est ce que je ressens plus spécifiquement. Ah oui, ça va nous prendre pas mal de temps. Alors, pour être rapide, donc ça, vous trouverez dans le détail dans le podcast que j'ai fait sur l'histoire du nucléaire au Japon. En tous les cas, donc je vous disais que pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon avait aussi développé des plans, développé des recherches sur le nucléaire pour avoir une bombe atomique. Et pour employer des chemins de traverse, après que le Japon ait perdu la guerre, donc ils avaient développé notamment un centre de recherche qui s'appelle le RIKEN, qui est toujours un des premiers centres de recherche japonais, qui avait des cyclotrons qui ont été détruits par les Américains quand les Américains sont entrés au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des individus qui ont été jugés pour crimes de guerre, mis en prison, que l'on a, c'est les Américains, les ont ensuite ressortis et mis à la tête des empires médiatiques pour de nouveau vendre du nucléaire, mais cette fois sous coupe américaine. Et donc c'était l'Atom for Peace, dont vous avez tous entendu parler. Eh bien, l'Atom for Peace avait gagné aussi le Japon. Et donc, pour faire accepter cet Atom for Peace, ce qui a été vendu, en France aussi, cela dit, hein, c'est la domotique. On a besoin de cette énergie pour vivre dorénavant, pour être des êtres modernes. Et donc, on a développé un habitat dans lequel on a mis de la domotique à peu près dans toutes les pièces. C'est Tati, les films de Tati, etc. Je ne reviens pas là-dessus.
Et on a donc créé une espèce de dépendance à la consommation énergétique. Alors au Japon, par exemple, en plein Tokyo, on a devant des convenience stores, donc des petites échoppes qui sont ouvertes 24 heures sur 24, des distributeurs de boissons qui font du chaud du froid, qui consomment autant qu'une maison individuelle, qui tournent 24 heures sur 24, qui vendent exactement la même chose que ce qu'il y a dans le magasin. Et on en a 4-5 qui sont alignés. On est en plein Tokyo, hein, ça veut dire que des petites échoppes comme ça, les convenience stores, il y en a à peu près 4 par rue, quoi. Des machines comme ça, il y en a partout au Japon, partout. Au Japon, on est dans un pays, je le disais, avec des climats subtropicaux. Il y fait extrêmement chaud l'été, bon, encore plus en ce moment, mais il a toujours fait assez chaud. On est dans un pays où l'été, on ouvre toutes les vitrines et puis on mange dans des endroits qui sont climatisés avec les fenêtres ouvertes, quoi. Donc l'on ait besoin d'électricité et qu'on nous dise attention, on va être à court d'électricité et c'est pour ça qu'il nous faut des centrales nucléaires. On va déjà peut-être penser à économiser, à revoir notre consommation électrique, ce serait peut-être plus intelligent que... enfin, en tous les cas, c'est ultra nécessaire et c'est tout à fait faisable. Moi, il y a un point qui m'avait extrêmement choquée après Fukushima, c'est qu'on nous disait qu'on allait manquer d'électricité et qu'il fallait qu'on fasse un turnover entre les quartiers et qu'ils allaient donc couper l'électricité à certains quartiers par tranche horaire. Et simultanément, dans le quartier dans lequel je travaillais, qui est toujours un quartier assez huppé de Tokyo, Ebisu il s'appelle, eh bien on a vu la gare de métro se transformer et toutes les affiches publicitaires qui étaient papier jusqu'à présent se sont transformées en grand écran. Et même ces machines qui distribuaient des boissons, on a l'habitude au Japon de mettre des canettes, les véritables objets, hein, dans les vitrines, eh bien, c'est devenu des écrans sur lesquels on n'a plus qu'à appuyer. Et donc, on a continué à produire des machines toujours plus consommatrices en énergie, en nous vendant le fait que va falloir trouver quelque chose parce que bientôt on va manquer d'énergie. Et là, bon, j'ai pas fait une étude plus précise. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire c'est des évidences, quoi. Ça saute aux yeux. Il suffit de regarder un petit peu autour de soi pour voir que ça tient pas la route, cette histoire-là. Il y a quelque chose derrière. Bon, ta digression était super intéressante. C'était pas là où je pensais t'emmener, mais c'est pas grave. C'était juste pour moi, c'était pas clair le lien entre pourquoi le contexte diplomatique, il y a perspective de guerre avec la Chine, etc., Taïwan, et le nucléaire civil. Et donc moi, ce que j'avais lu, hein, c'était que d'un point de vue stratégique, le nucléaire civil au Japon, sachant que c'est un pays comme l'Allemagne qui a renoncé à la guerre, ça permet très rapidement d'avoir les ressources et les capacités, tu parlais des centrifugeuses, de construire, d'avoir des bombes nucléaires très rapidement en cas de conflit. Donc c'est gardé. Donc moi c'était là que je pensais que tu irais, de faire le lien entre nucléaire civil et militaire. C'est-à-dire pour être une puissance nucléaire militaire potentielle, il faut avoir un nucléaire civil. Ce qui était historiquement en France, hein, on sait bien que les deux sont liés. Donc c'était là que c'était ça que je pensais. C'est lié. Voilà, c'était ça que je voulais t'entendre dire. T'as bien terminé la chose. C'était très simple, mais je suis content de la digression que tu as faite. Non, pardon. Ça va marcher. Vas-y. Si tu as une petite lumière verte, oui. Ouais, attends un petit peu. Vas-y. Présentation, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question concernant les habitants qui ont été évacués. Donc, ce que vous avez expliqué, c'est que donc, ces habitants évacués ne voulaient pas revenir sur ce territoire. Et si j'ai bien compris, l'État a reconstruit le territoire sans consultation citoyenne au préalable. Ils ont fait un peu comme eux le désiraient. Du coup, il y a des manifestations où les gens disent « redonnez-nous notre village natal ». C'est bien ça. Et du coup,
Je me suis demandé s'il y avait eu des concertations, enfin des collectifs qui se sont construits entre citoyens ou des associations pour protester contre cette façon de reconstruire le territoire, ou s'il n'y avait pas eu du tout d'action de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des consultations qui vont être... Des associations pour protester. Des associations. Des associations qui protestent? Oui, il y en a pour faire... Oui, il y en a. Enfin, je veux dire, en fait, au Japon, toujours 12 ans après, il y a beaucoup de... comment dire, on n'en parle pas du tout en France et on a tendance à dire que les Japonais sont soumis et disciplinés, mais en fait, il y a beaucoup d'actions en justice chez nous. Par exemple, là, les habitants de Fukushima viennent de faire une action en justice contre le relâchement des eaux, contre le gouvernement et TEPCO. Pour ce qui est d'associations de défense des habitants, en fait, hein, c'est ça dont vous parlez. C'est ça? Si j'ai bien compris. C'est ça. Il y en a aussi qui sont toujours assez violentes. Elles ont perdu la plupart de leurs procès. Il y en a plus pour la reconnaissance du cancer de la thyroïde des enfants, qui sont encore en train de se battre à l'heure actuelle. Pour ce qui est des lieux de vie, on est confronté à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la population était très vieillissante dans ces régions. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont déjà décédées ou qui sont trop âgées pour avoir vraiment une activité offensive vis-à-vis de la défense de leurs droits. Ça demande quand même pas mal d'énergie. Sans compter que la plupart d'entre eux, enfin pas mal d'entre eux, ont tout perdu. Donc, comment dire, je pense que l'État, en fait, attend un peu que tout ça se tasse. Ces gens vont mourir de leur belle mort bientôt. On n'entendra plus personne. Et puis, effectivement, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas eu de consultation, il y a eu des demandes, mais les gens ne veulent pas rentrer. Il y a quelques personnes âgées qui souhaitent rentrer, mais c'est un minimum. Et puis, en fait, les personnes âgées qui sont rentrées, ça se passe rarement bien, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il n'y a plus assez de population pour que le réseau communautaire réussisse à fonctionner. Et les personnes qui sont rentrées, souvent, donc, par exemple, je pense à des familles que j'ai interviewées du village d'Iitate, étaient malades et souhaitaient décéder chez elles, sauf que comme il n'y a plus il n'y a plus rien qui fonctionne, donc il y a un hôpital qui est ouvert, enfin, c'est même pas un hôpital en fait, c'est un médecin qui vient 2-3 heures par semaine. Si vous êtes malade et que vous avez un cancer, il faut pouvoir conduire jusqu'à la ville de Fukushima, qui est à 1 heure d'ici. Et quand on a plus de 85 ans, c'est pas forcément, et qu'on est malade, on ne peut pas toujours. Et donc ça aboutit en fait le retour de certains de ces habitants à des situations véritablement catastrophiques. De gens qui se sont retrouvés totalement isolés, morts finalement de malnutrition. Ça aussi, en fait, ça fait partie des morts de l'accident nucléaire, mais on ne les compte pas, on les compte comme morts naturelles, n'est-ce pas? Comme l'heure avance et qu'on ne veut pas vous retenir forcément trop longtemps, on a encore un peu de temps pour la salle, mais peut-être qu'on va vous libérer, hein, parce que ceux qui n'osent pas partir. Mais j'ai une question là. Est-ce qu'il y a encore des questions brûlantes? Après, on pourrait rester un petit peu discuter. Ok, donc on va essayer. Voilà, donc j'ai 3 questions. On va prendre 3 dernières questions. Essayez qu'elles soient courtes. Et Cécile fera des efforts pour des réponses courtes aussi. Merci. De toute façon, vous avez déjà en partie répondu à ma question. Et moi, c'était alors, question suivante. Sur la biodiversité dans les forêts, justement, qui ont été touchées. Et si on fait alors pas le parallèle, mais si on vient un petit peu sur le territoire français, les craintes qu'on peut avoir avec un développement nucléaire qu'on souhaite mener d'un point de vue consommation et d'un point de vue réchauffement climatique, avec des rivières qui sont de plus en plus asséchées, des cours d'eau qui se réchauffent. Alors, encore une fois, je ne travaille pas sur le nucléaire français. Cela dit, il y a des choses que j'ai entendues qui m'ont pas mal fait sourciller, le mot est faible.
comme des comparaisons qui n'ont absolument pas lieu d'être. Le fait, par exemple, qu'un accident nucléaire, c'était pas pire qu'un barrage qui casse ou ce genre de choses. Des comparaisons qui n'ont évidemment pas lieu d'être. Parce qu'un barrage qui casse, même si ça fait que c'est un désastre et ça fait beaucoup de dégâts, hein, je ne nie pas ça, néanmoins, c'est limité, vraiment limité par rapport à un accident nucléaire qui peut polluer la moitié de la planète, parce que ça pollue tout l'écosystème, ça pollue, dans le cas du Japon, une bonne partie de l'océan. Alors on a beau dire on a de la chance parce que les 3/4 de la radioactivité est tombée dans l'océan, c'est de la chance pour les êtres humains qui sont sur le continent, si on ne mange pas trop de poissons. C'est nettement moins chanceux pour toute la biotope qui se trouve dans l'océan. Donc je trouve que c'est très anthropocentré, ces discours qui n'ont vraiment pas lieu d'être. C'est complètement déplacé, en plus de la part d'écologistes. Je ne comprends pas, quoi. Ça m'exaspère toujours. Et puis les nucléides, une fois qu'ils sont dans l'environnement, ils y sont pour un paquet de temps. C'est pas du tout comme une centrale, comme un barrage qui casse. C'est de l'eau, un barrage qui casse. Alors que des nucléides, c'est pas une petite chose, quoi. Enfin, ça dépend des nucléides, ça dépend de la densité de l'affaire, mais on sait qu'il y a des conséquences sanitaires importantes. C'est plus à prouver, ça. Donc c'est une contamination persistante dans le temps. On a retrouvé par exemple des traces de plutonium à plus de 70 km de la centrale, dans justement des réserves d'eau, du village d'Iitate. Alors qu'on y disait le plutonium, c'est une particule trop lourde, si on évacue à 20-30 km, c'est safe, ça ne volera jamais au-delà. Maintenant, on sait que ça va largement au-delà. Bon, tout ça pour dire qu'il y a des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, je ne sais plus quelle était. Donc, dans les risques pour le nucléaire qui est en train d'être développé en France, je pense qu'il ne peut pas être comme ça, balayé d'un coup de revers de main et te dire que tout ira bien. Bon, moi, je ne sais pas, hein, je ne suis pas Madame Irma, mais je me garderai bien de l'être, quoi. Je ne pense pas qu'on puisse avoir autant d'assurance que ça. Les Japonais ont eu beaucoup d'assurance, jusqu'à écouter des gens qui leur disaient que ce n'était pas bien grave de construire une centrale nucléaire sur des failles sismiques. Et tous n'étaient pas japonais, d'ailleurs. Si c'est vert, ça marche. Si c'est vert. Sinon, il faut monter le... Non, si. J'ai fait peur moi-même. Donc vous avez parlé de reconstruction après un accident nucléaire. Or, il me semble avoir compris, dites-moi si je me trompe, que l'accident nucléaire n'a rien détruit, à part la centrale elle-même. L'essentiel des destructions, c'est le tsunami et le tremblement de terre. Et donc, tous les problèmes associés à la reconstruction que vous avez dénoncés, les drames humains, tout ça, le changement économique imposé à la région, on oublie le rural, on va vers un modèle plus consumériste, tout ça, c'est peut-être... ça serait peut-être passé, même s'il n'y a pas eu d'accident nucléaire, mais seulement le tsunami et le tremblement de terre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut que vous alliez voir mon exposition photo. Pour vous, c'est un stage obligatoire. C'est-à-dire que les exemples que tu nous as montrés, là, les exemples de communes, c'était de la reconstruction par rapport spécifiquement à l'irradiation nucléaire, hein, dans ce que tu nous as montré. Non. Enfin, c'est aussi sur des sites détruits, mais... Ça dépend. À Tsushima, oui. Sur la côte, non. Il y avait les deux. Je vous réponds précisément. Sur la côte, par exemple, effectivement, l'école qui s'est pris le tsunami. Sur la côte, tout ce qui a été dévasté par le tsunami, c'est le tsunami et le tremblement de terre qui était de 9 dans l'océan, 7 sur Terre. C'est pas rien, donc forcément, ça fait du dégât. Et puis un tsunami, ça fait du dégât. Au-delà de ça, il y a... donc le tsunami, il n'a pas passé la chaîne de montagne, hein. Et je vous ai montré qu'il y avait des zones de reconstruction dans la chaîne de montagne. À Iitate, il n'y a eu quasiment rien qui a été détruit par le tremblement de terre. En fait, ce qui est très instable, si on parle d'un point de vue topographique, c'est vraiment la zone littorale, parce que c'est essentiellement constitué de sable, donc ça bouge beaucoup. Dès qu'on monte en montagne, c'est beaucoup plus stable.
Donc là, il y a eu très peu de dégâts. Néanmoins, comme c'était extrêmement contaminé, on a dû évacuer. Et là encore, il ne s'agit pas de dire c'est l'évacuation qui a fait le plus de morts, on n'aurait jamais dû évacuer. Non, on avait des taux de contamination qui étaient tellement importants à ces endroits-là que la question ne se pose pas. On n'était pas dans les faibles doses. On était dans des taux qui étaient bien au-delà des normes acceptables et acceptées internationalement par même les organismes qui sont là pour permettre à cette industrie de pouvoir perdurer. Donc la question ne se posait pas, il fallait évacuer. Et quand on évacue pendant 10 ans un village, dont les maisons sont, enfin au Japon, on construit essentiellement avec du bois, c'est 99,7% des habitations, même celles dont on a l'impression qu'elles sont construites avec autre chose, parce que le bois n'est pas apparent, toutes les structures sont en bois au Japon. Donc on construit en bois, on est dans un climat subtropical et il fait extrêmement humide l'été. Si on ne l'entretient pas, ça pourrit sur pied. Il y a des tatamis. En fait, il y a énormément de matériaux végétaux qui sont utilisés pour la construction. Et donc, pendant ces 10 années, les animaux sauvages sont rentrés dans les maisons, tout dévastés. Les matériaux utilisés pour la construction ont pourri sur pied. Et donc, il faut reconstruire, quoi. Donc, en ça, c'est une conséquence du nucléaire, même si c'est évidemment pas la radioactivité, si vous voulez, qui aurait détruit ça. Non, ça, y a pas de, c'est pas comme ça que ça se passe. Dernière question. Ah, c'est bon. Alors, moi, j'aurais une question sur... J'aurais une question sur pourquoi cet effort de réinstaurer de la population dans cette zone. Est-ce que c'est une volonté générale d'une politique japonaise? Est-ce qu'il y a aussi ce genre de comportement dans d'autres secteurs du Japon autres que la zone de la centrale? Est-ce que, en comparant avec d'autres catastrophes autres que nucléaires, on observe le même genre de phénomène? Je pense notamment à des grandes catastrophes, ouragans ou autres. Est-ce qu'il y a ce même genre de comportements qui sont faits sur reconstruction, forcer les populations à y revenir, ou même à des problèmes de rupture de barrages liés à des contenants de produits chimiques, notamment aux exploitations minières? Alors, c'est vrai qu'on a déjà eu une expérience dans le nord de Kyushu, avec des mercures qui avaient été relâchés des usines et qui ont fait un énorme scandale au Japon dans les années 70, je crois. Et figurez-vous que l'endroit où il y avait les usines justement qui avaient relâché ce mercure, maintenant il y a des usines, ça a été là où on a mis les premières usines dites écologiques avec tout le top de la protection environnementale industrielle. Donc il y a effectivement toujours comme ça une espèce de volonté de rebondir sur la catastrophe pour pouvoir continuer autrement, enfin pour pouvoir en tous les cas générer une autre industrie. En fait, que la catastrophe, après que l'on ait encaissé le coût du désastre, soit génératrice d'une autre dynamique, en fait. Cela dit, je pense que c'est très lié au capitalisme, ça. Hein, c'est pas forcément très japonais. Donc, et on le voit bien là avec les ODD et tous les nouveaux marchés que ça génère. Du bio et de je sais pas quoi, alors que on devrait même pas avoir à nommer en fait de faire des choses saines, n'est-ce pas, et de vivre sainement. Et donc
là, c'est la même chose. Alors, pour répondre plus spécifiquement à votre question, il y a des politiques au Japon pour la redynamisation des zones rurales en perte de dynamisme. Ça s'appelle Muraokoshi. Ça veut dire essayer de réveiller un peu les villages comme ça. Donc, il y a des fonds de l'État qui sont donnés, et de l'UNESCO aussi d'ailleurs, pour protéger des zones et faire en sorte qu'elles de générer plus de commerce, ou bien il y a ça. Ça fonctionne pas terrible, hein, je dois le dire. De là à payer, donc dans ces zones, il y a la gratuité des écoles, puisque l'école est payante, même publique au Japon. Donc dans ces zones-là, l'école est gratuite. Donc il y a quand même comme ça des appels d'air qui sont faits. De là à faire en sorte de payer les gens pour qu'ils y vivent, non. Il n'y a qu'à Fukushima qu'on fait ça. Imaginez-vous, on vous reconstruit une maison neuve, on vous paye pour aller vivre là-bas. Il faut le vouloir, parce qu'il n'y a vraiment pas... Outre le fait que c'est contaminé, il n'y a rien. Et en fait, là, il y a des photos... Ah. Bon, je vais être gentille, je vous prends 2 minutes. Tu me laisses un petit peu? Il y a la Wi-Fi dans cette salle? Oui, mais c'est pas branché. Attends. Je vais vous montrer le portfolio de mon exposition parce qu'elle est loin, c'est loin Paris. Pour vous dire aussi que ça, c'est l'accident nucléaire. C'est-à-dire que dans Mitate Lab, on a des étudiants, doctorants, postdoctorants. L'un d'entre eux me disait récemment, mais finalement, tu veux nous emmener dans les zones, etc. Mais ces villages, comme de toute façon ils étaient voués à se dépeupler, ils auraient pourri sur pied de la même façon. Et je lui disais, non, regarde bien. Ce qu'on y trouve, c'est ça dans ces villages. Ce qu'on voit, c'est des gens qui ont fui. C'est ça qu'on voit dans ces villages. C'est des gens qui ont tout laissé, qui vivaient comme ça, et puis en une demi-heure, il a fallu tout laisser. Donc c'est des chaussures dans les rues, et pas qu'une. Hein, c'est un petit peu partout quand on se balade dans les rues qui ont été désertées de la zone. Ça, c'est la rue principale qu'il y a dans l'ancienne rue commerçante qui se trouve dans la ville de Futaba, qui accueille la centrale de Fukushima, qui a été rouverte en 2020 et où tous les bâtiments sont détruits mais laissés sur pied. C'est comme ça, c'est toujours allumé. Ça, c'est une autre rue commerçante avec la fameuse machine qui distribue les boissons dont je vous parlais tout à l'heure. Devant, c'était un restaurant avec, vous voyez là encore, des chaussures. Ça, c'est des habitants que j'ai interviewés en 2012, peu de temps après l'accident nucléaire, qui se trouvaient dans des logements provisoires. Ces habitants proviennent de la ville de Okuma, la seconde commune qui accueille la centrale de Fukushima, qui ont été évacués bien loin au fond de la campagne de Fukushima, dans un village, un très très vaste village là encore, qui s'appelle Aizu Wakamatsu, une région plutôt, et qui attendaient de pouvoir rentrer chez eux. Ils ont attendu pendant 10 ans, autant vous dire qu'en 10 ans, on a le temps de tomber en dépression, de devenir alcoolique, de mourir aussi de sa belle mort. Tout ça dans des logements provisoires qui étaient installés en fait sur des parkings. Et ces gens allaient voir de temps à autre leur maison. À gauche, c'est une maison qui, elle, s'est pris le tsunami, qui se trouve à Namiya. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup à gauche, puisque ici, on peut voir que c'est un Hinanbasho. Hinanbasho, c'est l'endroit où on doit se réfugier en cas de... Alors, c'est écrit en dessous, tremblement de terre, en cas de feu, d'incendie, et denshiryoku, au cas où il y a un problème nucléaire.
on demandait, en cas de problème nucléaire, d'incendie ou de tremblement de terre, aux gens de venir se réfugier ici. Donc c'est un endroit qui est en hauteur, sur lequel il y a un hôpital. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, justement, c'est que même là, on ne pouvait plus se réfugier parce que c'était bien trop contaminé pour y emmener des gens. Donc ça fait partie, cet endroit-là, en fait, l'endroit qu'on avait prévu pour que les gens se réfugient, eh bien, est en fait dans la zone évacuée. Ça, c'est une photo qui vient de l'école que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est la mer que vous voyez au fond. Uedo Shogakko. Ça, c'est un village qui est magnifique, qui provient du village d'Iitate, un paysage magnifique qui provient du village d'Iitate, où le loup était l'emblème du village dont je vous ai parlé tout à l'heure, là où la princesse Mononoke Hime se baladait, qui est totalement contaminé, très contaminé. À droite, c'est un pêcheur qui nous raconte son histoire, qui ne pêche plus depuis belle lurette, enfin depuis l'accident en fait. Et en bas, c'est les mains de quelqu'un d'autre, d'un monsieur qui s'appelle Ito, qui vit à Iitate, qui n'en est jamais parti, qui a une histoire un petit peu particulière parce qu'il a passé sa vie à travailler dans le nucléaire. Et il était convaincu qu'il n'y aurait jamais d'accident. Et donc il emmenait ses enfants dans les musées qui vantaient cette énergie nucléaire. Il fabriquait justement des systèmes de refroidissement. Et quand il est parti à la retraite, il s'est dit « je vais aller à Iitate faire une ferme ». Il était devenu gérant pour un équipement public pour faire des expérimentations de culture écologique. Et 2011 arrive l'accident de Fukushima et tout est contaminé. Et depuis, lui a décidé, s'est senti responsable un peu de ça. Et il passe son quotidien depuis 12 ans à mesurer tout, le bois, les feuilles, les insectes, et à poster tous les jours les mesures qu'il fait. Ça, c'est un bâtiment qui se trouve dans l'allée commerçante qu'il y a à Futaba, la ville qui accueille la centrale nucléaire. Comme je disais tout à l'heure, il y a des tremblements de terre très forts chaque mois encore à cet endroit où on veut reconstruire et ramener toute la population. Et donc les bâtiments tombent petit à petit sur pied. Un autre problème aussi que je n'ai pas évoqué là dans cette présentation, c'est que ces bâtiments donc, sont en train d'être complètement détruits et balayés, puisqu'on va reconstruire là. Mais aujourd'hui, on détruit, on nettoie, on met du granit, et donc ça fait beaucoup de territoires vacants partout, ça fait des trous comme ça dans la ville, qui est complètement mitée. Donc la ville, elle est aux 3/4 vide en fait. Et les gens qui reviennent là ne retrouvent plus rien du paysage d'antan. Ça veut dire que l'école dans laquelle ils sont allés n'est plus, la mairie n'est plus, etc., etc. Ça, c'est l'école d'Ukedo dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne reviens pas dessus. C'est les mêmes photos. Ça, c'est toujours cette école d'Ukedo avec une photo un petit peu grinçante ici, derrière. En haut, il y a marqué, elle n'est pas entière la photo, Daijobu, umaku ikuyo. Ça veut dire, c'était un des professeurs qui a écrit au tableau pour les enfants de l'école de sa classe, ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. Donc vous voyez là le plancher du gymnase qui a été défoncé. Ces deux photos-là, je les aime beaucoup parce qu'elles sont très parlantes. Ça, c'est une photo à gauche de la ville qui est dans le périmètre de reconstruction prioritaire à Tsushima au moment où c'était encore fermé. On laissait là des gardes en permanence pour dire aux gens de ne pas rentrer. Donc ces gens se sont pris des doses assez considérables pour préserver d'entrées potentielles, extérieures potentielles. Ce que vous voyez là, c'est la gare reconstruite pour les Jeux Olympiques de la ville d'Okuma. Elle s'appelle Ono-eki. Alors cette gare, devant laquelle est passé le feu olympique en 2020, eh bien juste à côté,
il y a des jeux pour enfants dans lesquels il est interdit d'entrer, parce que dans cet endroit, en fait, les taux de radioactivité sont encore très élevés et on trouve régulièrement plus de 5 microsieverts par heure. Ça, c'est les paysages qu'on trouve à Aftaba, avec tout comme si ça s'était passé hier. Le reste de notre human power. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans un temple à Itate, où on voit ce loup qui est symbole du village. Et ça, c'est le monsieur que je vous ai présenté tout à l'heure avec ses vaches, qui, depuis 2011, raconte son histoire à qui veut bien l'entendre, montre là la traînée, dans la traînée de contamination où il se trouve, et a créé ce qu'il appelle la prairie de l'espoir. Bon, ça c'est sur le loisir, des balançoires sur lesquels il est interdit de se poser, des pachinko qui ont été défoncés. Ça, c'est un restaurant qui est intéressant parce qu'il est dans une commune qui s'appelle Tomioka. Et c'est un restaurant qui s'appelait Atomuzushi, c'était un sushi bar qui est resté en l'état. Et il s'appelait donc Atomu puisqu'il se trouve en face le musée de TEPCO qui vendait le nucléaire. Et aujourd'hui, ce restaurant a été vidé de son contenu et à l'intérieur, ils ont fait des jeux pour enfants pour que les enfants puissent continuer à jouer à l'intérieur, les enfants des travailleurs de la reconstruction. Bon, voilà, je m'arrête là. C'était juste pour vous montrer un petit peu plus de paysages dans le coin. Merci beaucoup, Cécile.